Téléspectateurs de la chaîne toujours au cœur des grands événements, bonjour ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous nous suivrez. Sur ce plateau, il sera question de promotion du genre par le projet dénommé NER Tamba. Ce projet accompagne la mise en œuvre sur le terrain du programme national du secteur rural, le PNSR. Autour de cette table, nous avons des personnalités rompues aux questions de la promotion de la femme et du développement rural. Nous avons Madame Caroline Ouedraogo, responsable en gestion des savoirs et communication. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Nous avons également Monsieur Souleymane Paré, responsable genre et ciblage. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Madame. Merci d'être sur ce plateau. Je précise que tous les deux sont membres du projet NER Tamba. Nous avons également, autour de cette table, Madame Nassouri Ramatou. Elle est la vice-présidente du consortium des organisations des femmes rurales leaders du Burkina. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être là. Et enfin, et pas la moindre personnalité, nous avons le docteur Jocelyne Voukouma. Elle est maître de recherche en anthropologie à l'INSS, l'Institut des sciences des sociétés du CNRST. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci de venir nous donner des informations sur ce plateau. Et puis, sans tarder, je vous invite à suivre ce reportage. C'est un sujet en lien avec une activité du projet NER Tamba. C'est une édition appelée la Foire au savoir. C'est une première qui vise à promouvoir l'innovation pour renforcer la résilience des populations rurales face aux chocs climatiques, sécuritaires et alimentaires. L'activité s'est déroulée à Ouaïguia le 29 et 30 avril dernier. Et c'est un reportage de Constantin Ouedraogo et de Abdul Rasmani Zongo. La Foire au savoir, édition première, c'est la trouvaille du projet NER Tamba qui, avec l'aide de ses partenaires, a réussi son pari organisationnel le 29 et 30 avril 2021 dans la cité de Nabakango. L'ambition affichée par la Foire au savoir est de favoriser et de pérenniser à la fois le partage et la vulgarisation des savoirs dans le monde rural. Les 48 heures ont été initialement rythmées par la coupure du ruban, des échanges interactifs entre organisateurs, innovateurs, inventeurs, experts, participants et exposants, et une visite dans les stands d'exposition installés sur la place de la Nation de Ouaïguia. Il y a eu énormément d'apprentissage. Il y a eu des méthodes et des technologies, des innovations. Et nous nous sommes dit comment faire en sorte de capitaliser l'ensemble de ces savoirs-là, de telle manière à les mettre à l'échelle et les mettre à la disposition de tout le monde. Et c'est de ça que naît la Foire au savoir, pour partager, échanger et surtout mettre en relation l'ensemble des intervenants et l'ensemble des connaissances générées. On a énormément de foires, on a des journées promotionnelles, on a pas mal de choses, mais comment par exemple au niveau de la façon dont les gens réfléchissent, au niveau des innovations qui sont produites, comment mettre en relation les uns et les autres pour que ce savoir-là ne se perde pas et qu'il puisse être revalorisé à d'autres endroits. C'est ça l'avantage de cette foire au savoir. Le ministre de l'Agriculture, après un détour sur l'aire d'exposition, apprécie. Nous avons des objectifs atteints dans le cadre de la sécurité alimentaire de notre pays et l'ensemble de ces savoirs-là, leur capitalisation, leur mise en valeur, leur mise à l'échelle va nous permettre de pouvoir résoudre ces problèmes d'insécurité alimentaire et nutrition et surtout voir comment nous pouvons contribuer à renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique, face à l'insécurité et même la maladie, surtout la Covid-19. L'autorité régionale ici représentée donne son sentiment. Nous félicitons l'ensemble des acteurs pour cette initiative et nous invitons en tout cas les autres acteurs qui pourront donc accompagner l'initiative à le faire parce que c'est une chose qui va beaucoup contribuer dans les domaines de la production agricole, rurale, parce que nous avons toujours besoin d'une base. Voilà. Quand c'est capitalisé, c'est très important et nous pouvons facilement améliorer ce qui est existant. Les exposants, notamment les bénéficiaires directs venus de plusieurs régions du Burkina Faso, partagent leurs opinions. Sinon, on est venu exposer gapal cessé, gapal frais, grumeaux de patates en dégueu, couscous de maïs jaune. On va bien vendre
et avec les yards là. C'est l'occasion de vendre nos produits, montrer nos produits à d'autres personnes qui ne les connaissent pas et aussi avoir d'expérience avec d'autres personnes qui sont d'autres localités différentes dans les transformations. Et aussi, c'est l'occasion vraiment de s'unir et de courtoyer et aussi de renforcer la cohésion sociale entre nous acteurs transformatrices. Nous, on a amené des jus locaux. Avant, nous, on utilisait les flacons en plastique et aujourd'hui, on arrive à produire avec les bouteilles qu'on peut conserver pendant 12 mois, alors qu'avant, là, ce n'était pas comme ça. Donc, on remercie les partenaires, les différents partenaires et on les demande aussi d'accompagner d'autres personnes. Les savoirs en général et les savoir-faire en particulier sont mis en évidence depuis la chaîne de production à la commercialisation en passant par la transformation des différents produits. Des produits et des mets locaux divers et variés qui attisent la convoitise des visiteurs. Passé les 2 jours, un satisfecit global se dégage sur la tenue du premier rendez-vous de la foire au savoir au Burkina Faso. La relation entre la recherche, les gens au niveau environnemental, l'appui conseil au niveau des ministères et les producteurs à la base, vraiment c'est ce dont on voulait. Nous sommes pleinement satisfaits. Le projet Nertamba, initiateur de l'activité, nourrit le secret espoir de renouveler périodiquement la foire au savoir en vue de partager et de vulgariser à grande échelle des savoirs utiles à tous. Voilà, on revient sur ce plateau. Caroline Ouedraogo, il a été dit que c'est une initiative qui est appelée à être perpétuée. Est-ce que vous confirmez déjà? Et puis, de façon générale, le reportage, vous l'avez suivi. Quels sont vos commentaires là-dessus? Alors, je dirais tout d'abord que vous l'avez annoncé en début d'émission, le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au nord, centre-nord et est. J'ai nommé le projet Nertamba. Et effectivement, l'initiateur de cette première édition de la foire au savoir, qui s'est voulu une foire au savoir de tous les projets appuyés par le FIDA depuis 40 ans. Parce que c'est vous dire que le FIDA intervient au Burkina depuis 1981. Donc ça fait 40 ans d'appui et à travers 16 projets qui ont été mis en œuvre. Et le Nertamba s'est rendu compte que plusieurs années après, on n'avait pas l'essence de ce que ces projets ont fait. Parce que les projets se sont succédés, chacun a rempli ses objectifs sans laisser l'essentiel de ce qu'il a fait. Parce que c'est un projet de développement rural qui est censé donc accompagner les secteurs du développement rural pour rendre ces secteurs plus performants. Donc, ça veut dire que les résultats de toutes ces interventions-là doivent pouvoir être capitalisés, partagés et pour être utilisés par les acteurs. Donc, c'est pour rattraper cette lacune, je vais l'appeler comme ça, au cours des 40 ans de mise en œuvre d'activités par le FIDA au Burkina, que la foire au savoir, la première édition, a été tenue. Et elle a été tenue à Waïgua sur 2 jours. Elle a comporté 2 espaces. Un espace scientifique, entre guillemets, qui a consisté en 3 panels autour du thème principal qui a été énoncé dans le reportage, et un espace d'exposition, une aire d'exposition, qui a accueilli 150 exposants venus de 10 régions du Burkina Faso. Donc ça fait un peu moins du territoire national. Voilà pour une première édition. Et parmi les 150 exposants, on a compté 87% de femmes et seulement 13% d'hommes. C'est fait à dessein? Non, parce que dans la chaîne de production et de transformation, on trouve beaucoup plus de femmes sur les aspects produits de consommation. Vous voyez, c'est un projet qui a une connotation, une visée de résilience. Et à ce niveau, beaucoup de femmes sont dans ces productions-là. Par exemple, le niébé, le sésame, le beurre de karité, les produits maraîchers, voilà, qu'elles transforment pour donner de la valeur ajoutée à leur récolte, pour avoir plus de revenus. Alors, donc, c'est pour ça que les femmes sont les plus nombreuses. Et il faut aussi, peut-être que mon collègue reviendra plus amplement sur ça, il faut dire que la question du genre, femmes et jeunes, est une question qui tient très à cœur au FIDA.
Voilà, donc ça fait que du coup, on a aussi des quotas dans le cadre des actions mises en œuvre par le FIDA qui se rapportent aux femmes et aux jeunes. D'accord. Monsieur Paré, quel est votre mot, votre commentaire de façon générale sur le reportage qui est passé et puis peut-être aussi sur les propos de Mme Ouedraogo, si vous avez à compléter? Oui, merci Madame. Juste pour compléter, pour dire que cette foire, une première au Burkina, a été saluée par tous au-delà même des frontières de notre pays. Au regard vous avez eu des retours? Oui, au regard aussi des résultats qui ont été atteints. Mon collègue parlait également aussi du public cible prioritaire du FIDA. Elle et moi, autant nous sommes du projet Nertamba, autant aussi nous sommes des autres projets que le FIDA accompagne au Burkina. Et nous sommes les deux cadres appelés cadres du portefeuille FIDA au Burkina. Et donc, le public cible du FIDA, c'est surtout ces ruraux pauvres-là qui disposent d'un potentiel productif. Et quand on regarde et qui agit également aussi sur la vulnérabilité de ses bénéficiaires. Et en milieu rural, qu'on trouve, ce sont les femmes, ce sont les jeunes qui sont le public cible, qui sont plus réputés à la vulnérabilité et qu'il convient de les accompagner, de les appuyer pour sortir de leur situation de vulnérabilité. D'accord. Alors, on va passer la parole à Dr Vokouma. Vous voulez prendre la parole, vous voulez commenter le reportage qui vient de passer en lien avec la foire au savoir initiée par le FIDA pour mettre en valeur tout ce qui a été fait comme projet, activité durant les 40 dernières années pour permettre aux populations d'en bénéficier aussi, d'exposer ce que ces populations-là ont comme savoir et savoir-faire. Je vous remercie. Et qui donnent parfois. C'est avec beaucoup d'intérêt que je l'entendais expliquer l'esprit qui était derrière cette exposition. L'exposition, la foire au savoir. Voilà, parce que c'est tout à fait salutaire en ce sens que c'est tout notre potentiel de savoir et pas des moindres, parce que je crois que dans le contexte de résilience, la dynamique est partie interpeller les femmes du monde rural et c'est une manière de les reconnaître aussi comme détentrices d'un savoir que toutes les femmes n'ont pas. Et en la matière, en tout cas, je vous félicite parce que c'est une manière aussi, au-delà même des savoirs qui sont valorisés, de les valoriser elles-mêmes. Voilà, parce qu'elles ont toujours été en arrière-plan de toutes leurs capacités et des actions de cette envergure. Nous les saluons en ce que ce n'est pas tout le temps qu'il est donné de les sortir de leur ornière et d'en faire des personnes contributrices à part entière dans la société. Donc, en tout cas, en leur nom, je dis merci. Merci, docteur. On va donner la parole à Mme Nassouri. Quelle est votre appréciation de l'initiative? D'accord, merci beaucoup. Effectivement, et à travers quand même ce documentaire, on voit que la majorité, en tout cas des participants à cette foire étaient des femmes. Et on ne peut que se réjouir. 87%, c'est bien ça. Et on ne peut que se réjouir pour cela. Effectivement, comme les uns et les autres l'ont dit, Nertamba sur le terrain même quand même travaille à promouvoir, surtout dans le domaine de la transformation pour ce qui concerne les femmes. Et on ne peut que les remercier pour ça. Merci bien, Madame Nassouri. Alors, on va parler de la situation même de la promotion de la femme au Burkina Faso. Docteur Vokouma n'est vraiment pas étrangère à ce sujet. Je suis sûre que vous en avez à dire, vous en avez à redire. Quel est votre mot? Quel état des lieux on peut dresser aujourd'hui de la question de la promotion de la femme? Vraiment, merci de me donner la parole pour cet exercice. Je le dis parce que... Qui est fastidieux. On en parle, c'est une question qui est là, qui est sempiternelle finalement. Je ne sais pas, est-ce que... Pas fastidieux en tant que tel, mais c'est que toute femme qui s'essaye à en parler se retrouve dans la dynamique qu'elle va dresser. D'accord. Parce que aucune femme n'est en dehors, en tout cas de la situation qui sera dressée. En fonction du secteur dans lequel chacune évolue, il y a toujours des défis, il y a des enjeux et il faut pouvoir dégager des perspectives. Ce qui est sûr, en tout cas, du fait qu'un ministère a été créé à part entière, cela a permis de mettre un point d'honneur et de sortir, de pouvoir dire haut et fort ce qu'une femme toute seule, isolée, ne pourrait pas dire d'une situation qui ne va pas. Aujourd'hui, il y a un numéro vert
sur les violences basées sur le genre. Mais des années en arrière, qui aurait pensé à l'existence d'un tel numéro pour dénoncer ces violences? Mais soyez rassurés, hein, ceux qui l'animent disent très bien que c'est un numéro qui est ouvert aussi aux hommes violentés. Okay. Voilà, parce que chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose en faveur des femmes, il faut bien que des voix s'élèvent pour rappeler que les hommes aussi sont concernés. Je dis d'accord, mais de façon tendancielle, c'est la tendance la plus élevée. Lorsque un groupe de population en majorité subit une situation, on ne peut pas dire que les minorités ne la subissent pas, mais c'est le plus en vue et c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Sinon, on ne nie pas la présence d'hommes violentés dans la société, mais ce qui est sûr, et culturellement, c'est minime par rapport à l'art d'avoir l'habitude de faire de la violence envers les femmes quelque chose de naturel et de normal. C'est ça, cette normalité même qu'il faut remettre en cause. Et au jour, en tout cas à l'heure actuelle, on peut dire que en tout cas, les femmes ont évolué. Beaucoup de choses ont été faites en leur faveur. Et aujourd'hui, d'un point de vue de la scolarisation, vous savez qu'une femme, dans le temps, les filles enceintes n'allaient pas à l'école. Tout à fait. Mais il a fallu une décision salutaire, un décret de 1979 qui a ouvert les espaces scolaires aux filles enceintes. Et aujourd'hui, la réalité a montré que, et une fois qu'on leur accorde une chance d'être comme tout le monde, elles peuvent faire même mieux que celles qui n'ont pas porté de grossesse, etc. Donc, au-delà de ça, nous avons aujourd'hui des femmes, en tout cas dans les corps habillés. Ça n'a pas été facile à accepter en son temps, mais aujourd'hui, elles sont notre fierté, la fierté de la nation. Lorsque vous les voyez rafler les premiers prix en fin d'année scolaire au PMK, c'est tout le monde toute femme en tout cas, ou toute jeune fille qui se sent honorée, parce que ça a été un défi qu'elle soit acceptée aussi dans ces milieux. Mais là aussi, il faut remercier les partenaires pour leurs efforts, parce qu'en son temps, il a fallu qu'ils accompagnent techniquement et financièrement un projet dénommé « Projet de l'accroissement féminin dans l'armée » pour que nous soyons à ce stade. Sur le plan économique, beaucoup d'initiatives concourant à l'autonomisation de la femme ont été développées. Et aujourd'hui, en tout cas par la microfinance, les microcrédits, elles arrivent en tout cas à s'assurer une certaine autonomie sur le plan financier. Et tout cela est à saluer. Au niveau rural, c'est là qu'il y a en tout cas des efforts restent à faire. Simplement parce que même analphabètes, celles qui sont en ville arrivent à se faire de la place pour se faire prévaloir. Mais au niveau rural, du fait de l'analphabétisme et du manque d'opportunités, c'est pratiquement comme si elles restaient confinées dans le même environnement sans perspective. Et bien que disposant de savoir qui peut aussi apporter quelque chose au développement de la société. Et en la matière, il faut renforcer. Elles ont besoin en tout cas de programmes, de projets spécifiques pour leur accompagnement. Et je crois qu'un des échantillons de ce qui se fait de pertinent en leur direction, que nous venons de voir tout à l'heure à travers ce reportage, que nous saluons en tout cas à nouveau. D'accord. Voilà. Donc l'avis de Dr Vokouma, vous l'avez suivi, c'est un avis assez favorable par rapport au sujet. Il y a des améliorations, il y a des avancées en ce qui concerne la promotion de la femme. Pour le milieu rural, pour le milieu urbain, pardon, il y a encore beaucoup à faire pour le milieu urbain. C'est ce que dit de façon globale, docteur. Le milieu rural, oui. Voilà. Donc c'est ce que dit de façon générale, docteur Vokouma. Quel est votre avis, Madame Nassouri? Quelle est votre analyse? Effectivement, chacun est unanime que quelque chose est fait sur le terrain. D'accord. Mais quand même, je dirais aussi que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Parce que même au niveau du milieu rural, il y a toujours des problèmes. Si je cite dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que de nos jours, le taux de scolarisation de la jeune fille est élevé. Mais au fur et à mesure que ça évolue, le taux d'achèvement aujourd'hui est déplorable. Que ça soit au niveau de, comment dirais-je, au niveau du milieu rural comme du milieu urbain, il y a un travail à faire énormément. Pour m'accentuer sur le milieu rural, effectivement, comme elle l'a dit, là-bas, il y a vraiment un véritable problème. Je reviens sur l'accès
des femmes à la terre. Ça, c'est un véritable problème. Malgré les tests qui existent, au niveau du milieu rural, c'est un véritable problème. Sinon, côté texte, en tout cas, l'État a fait un effort, mais la pratique reste un problème. On va te dire que non, il y a la loi tant qui favorise 30%, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est un autre débat. Ça, pour ne maintenir qu'aux deux domaines, l'éducation et l'accès des femmes à la terre, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Voilà. C'est un point de vue, c'est une appréciation. Est-ce qu'on peut prendre l'appréciation de Mme Ouedraogo? Vous qui travaillez sur le sujet, quelle est votre appréciation? Quel est votre constat? Alors, comme M. Paré l'a si bien dit, les interventions du FIDA au Burkina à travers le projet Nertamba en particulier, puisque c'est autour des actions de ce projet que nous sommes en train d'échanger en ce moment, les actions sont orientées vers un mieux-être des femmes rurales. Le FIDA travaille pour les populations pro-pauvres, comme on dit, celles qui sont vraiment vulnérables, celles qui sont laissées pour compte. Et c'est pour cela que le projet Nertamba est un projet de développement rural qui intervient dans les zones rurales du nord, du centre-nord et de l'est. Donc il y a une stratégie pour cibler les bénéficiaires des actions et il y a un certain nombre d'actions effectivement qui ont été identifiées et qui ont été développées à leur profit. Et ces actions-là, M. Paré certainement reviendra plus amplement dessus, ont concerné aussi bien l'accès aux facteurs de production, que sont déjà la terre, les intrants, les équipements. Et comment on y arrive? Le projet fait des aménagements de bas-fonds, de périmètres maraîchers. Et sur les périmètres maraîchers, la quasi-totalité des exploitants, c'est des femmes, par exemple. C'est véritablement vers cela parce qu'il y a des quotas qui sont exigés par le FIDA et c'est dans ce cadre-là que nous fonctionnons. Et aujourd'hui, nous avons même des exemples de succès qui ont été trouvés à la suite de la mise en œuvre des actions. Il y a des femmes qui se sont vraiment distinguées grâce à ces appuis-là. Et les femmes bénéficient de micro-projets. Par exemple, Dr Vokouma parlait justement de la question de la résilience. Au nord, par exemple, il y a un financement, le Fonds pour l'environnement mondial, qui est un autre fonds du FIDA, qui ne concerne que la région du Nord. Et à ce niveau, c'est véritablement la promotion des produits forestiers non ligneux qui est faite. Et là, ce sont les femmes. On a le moringa, on a le karité, on a le néré, on a tout ce qui est produits forestiers non ligneux qui sont promus à travers des PDE, comme on les appelle chez nous, les projets de développement d'entreprise, et dont bénéficient prioritairement les femmes, et qui leur permettent effectivement, ces PDE-là, la mise en œuvre de ces PDE leur permettent d'émerger du lot, d'être des exemples, et de pouvoir effectivement subvenir aux besoins de scolarité de leurs enfants, de soins de la famille, etc. Il y en a qui sont devenues des femmes leaders grâce à l'appui du projet. Parce que, pour le dire en passant, c'est depuis 2014 que le projet Nertamba est mis en œuvre, même s'il lui reste juste quelques 9 mois pour arriver à son terme, en tout cas pour la phase qui nous concerne en ce moment. Voilà, donc c'est dire que en réalité, des actions sont faites, beaucoup reste à faire, mais reconnaissons qu'il y a des résultats. Et nous parlons de capitalisation. C'est quoi? C'est dire en fait que les actions qui ont été menées, les démarches, les processus qui ont été éprouvés, les technologies qui ont été mises en place méritent d'être mises à l'échelle, d'être portées à la connaissance du plus grand nombre pour que les autres puissent utiliser ces technologies-là aussi pour rendre leurs exploitations plus performantes, pour donc contribuer fortement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Burkina Faso. Alors, mais je vais vous demander votre appréciation personnelle. Est-ce que quand vous regardez les activités qui ont été menées sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent positivement? Alors, nous avons l'impression que les choses avancent positivement parce que, je vais vous citer un exemple en termes de capitalisation. Au nord, il y a une dame qui a mis au point un biopesticide. Elle est une agricultrice qui cultive du niébé, du haricot donc, et elle a pu
au travers des actions, des processus de production qu'elle a engagés, parce qu'il y a des nuisibles des cultures, dont ceux du niébé qui étaient assez forts et qui empêchaient véritablement d'avoir des rendements suffisants. Et elle a mis en place, elle a été l'initiatrice d'un biopesticide qui aujourd'hui a été documenté et qui existe sous forme de fiche technique. Voilà une dame qui, dans sa manière de faire, a fait des observations elle-même et elle est arrivée à faire ce pesticide-là avec des produits locaux. Voilà. C'est de l'huile de Nîmes, c'est le piment, c'est des trucs comme ça, avec des dosages très, très précis qui ont été consignés sous la forme d'une fiche technique que vous et moi, nous pouvons... Donc, qui peut être vulgarisé. Voilà. Voilà, par exemple. D'accord. Oui, on peut aller, y aller, docteur. Et c'est bien la fiche technique, mais ça ne sécurise pas intellectuellement sa trouvaille. Ah oui, la fiche technique même, à mon avis, la rend vulnérable par rapport à ce savoir qu'elle détient, qui n'est pas... Je ne sais pas si quelque chose d'autre n'est pas fait en dehors de la fiche technique, c'est que ce savoir endogène qui est de l'ordre de la propriété intellectuelle de cette dame peut être elle est mise à la disposition du public sans sécurisation. Il y a de la prédation. En voilà. fait, ça veut dire qu'elle peut même être très connue sous cette trouvaille, mais si la question des droits de la propriété intellectuelle n'est pas mise en exergue, vous la rendez davantage vulnérable. Elle aura trouvé quelque chose qui va lui échapper. Ça veut dire qu'il y a une étape qui n'a pas été... Exactement. Nous sommes dans un monde où, en tout cas, l'honnêteté intellectuelle n'est plus pas garantie. La valeur la mieux partagée. Donc, je vous invite simplement à aller plus loin, au-delà de la fiche, pour l'aider à faire enregistrer, faire enregistrer la voix à travers, en tout cas, cette fiche-là. Et revenez un peu aux entreprises féminines dont vous parlez tantôt. Lorsque nous faisons le lien, par exemple, avec le reportage, vous avez remarqué qu'il y a un acteur important, très absent, le consommateur. Quels que soient les crédits disponibles, les efforts que ces femmes vont faire, si chacun de nous ne s'implique pas dans le volet écoulement, consommation, parce que la tendance habituelle, c'est comme si on positionne généralement nos producteurs pour ne vendre qu'à l'extérieur. Alors que le marché intérieur n'est pas des moindres non plus. Et quand vous regardez dans le reportage, les exposantes se sont présentées. Les autorités ont montré leur accompagnement politique, leur soutien. Mais le consommateur était totalement absent. Voilà, donc c'est pour dire qu'à l'avenir, il faut tout faire pour qu'on ait aussi la mesure des entrées sur ces sites, le nombre de personnes l'ayant visité, ceux qui consomment ces produits, ce qu'ils en disent. C'est simplement que c'est peut-être les limites de ce morceau d'éléments sur la foire. Sinon, nous avons des données qui montrent les commandes qui ont été passées, les contrats qui ont été signés, et en l'espace de 2 jours, on a estimé à peu près 100 millions de commandes qui ont été passées entre ces acteurs-là sur l'aire de la foire. Les données existent, mais dans la limite des 4 minutes qui nous ont été proposées, cela n'a pas été présenté. Sinon, il y a l'huile d'oignon, le sirop d'oignon, et les gens ont acheté, ils ont raflé les produits. C'est vrai que l'espace d'une foire ne suffit pas pour régler la problématique que vous évoquez, mais c'est déjà un départ que le projet Nertamba puisse le faire, que le PAPFA, qui est le projet d'appui à la promotion des filières agricoles, qui a été co-organisateur de cette foire au titre toujours des projets du FIDA, et qui soit venu avec des femmes de Houndé qui sont des étuveuses de riz, dont le riz est prélevé par les sociétés minières. Elles n'ont pas le temps de déposer leur production. Alors, la plupart de ces personnes accompagnées-là, on les forme aussi à la contractualisation, on les forme aussi à l'inclusion financière. Il y a une série d'accompagnements
qu'on n'a pas évoqué pour le moment, en tout cas on ne sait pas si on l'évoquera ici, mais il y a tout un accompagnement derrière. On ne se contente pas de leur permettre de produire, mais il faut déjà mettre de la valeur ajoutée sur les produits. Ensuite, leur ouvrir les marchés à travers les foires, à travers d'autres circuits d'écoulement. Il y en a qui déposent intégralement dans des supermarchés, etc. À ce niveau, c'est fait. Malheureusement, il y a le cas d'une dame que je vais citer en m'inclinant sur sa mémoire qui est décédée malheureusement en couche. Mais c'est une dame de l'Est, Madame Yougbaré Germaine, qui avait, à travers l'accompagnement du projet, elle était allée même au Cameroun pour former d'autres personnes à la transformation de l'attiéké. Elle était jeune, elle avait 30 ans. Donc elle était non seulement femme, mais jeune. Donc du coup, en raison du fait qu'elle ait véritablement pu valoriser l'appui dont elle a bénéficié, qu'elle a eu du projet, elle était mise sur orbite et elle faisait des formations, elle développait, elle l'accompagnait et elle commercialisait et elle faisait, on avait toute une gamme de produits à base de manioc. Elle stockait des tonnes et des tonnes de manioc, elle enlevait toute la production de la région, elle fermentait et elle stockait pour produire toute l'année. Peut-être que Madame Nassouri sait quelque chose de cette femme qui est au secteur 1 de Fada, mais qui malheureusement est décédée en couche, paix à son âme. Donc c'est pour vous dire qu'on a des exemples, on a des modèles de succès et que nous mettons en orbite, dont nous partageons les démarches pour que justement ça puisse faire tache d'huile. Ces éléments aussi sont pris en compte dans l'accompagnement du projet. Voilà, nous allons poursuivre sur cet aspect de partage d'expérience en lien avec les activités, les actions menées par le projet Nertamba. Madame Ouedraogo l'a dit tout à l'heure, le projet Nertamba est presque en train de finir. Donc il sera aussi question du bilan. On va donner la parole en attendant à Madame Nassouri qui voulait réagir. Quel est votre commentaire, Madame Nassouri? Oui, donc j'allais m'aligner derrière ce que le docteur venait de dire. Docteur Vokouma. Oui. Voilà. Et je pense qu'ici, on a un véritable problème, le consommant burkinabé. C'est vrai, Nertamba fait un travail formidable sur le terrain. Tout le processus de la production jusqu'à la commercialisation, il y a un travail qui est fait. Mais il y a un autre gros travail à faire au niveau du consommateur. Parce que la consommation locale, franchement, on a un problème. La dernière fois, j'ai échangé avec une dame qui a profité d'une foire organisée par des commerçants qui sont venus d'ailleurs. Bon, depuis un certain temps, quand même, on a fait un travail de sensibilisation. À chaque fois que des commerçants viennent d'ailleurs organiser une foire à Fada, sortez avec vos marchandises, profitez vendre. La dame dit qu'elle est venue exposer sa marchandise et elle était couchée sous le hangar. Il y a un client qui est venu. Bon, le client a admiré la marchandise, l'a appréciée. Il a commencé même à discuter du prix à la petite qui était sur place. Quand la bonne dame s'est présentée, il dit c'est toi non? D'accord, je reviens. Ça l'a tellement marqué que quand je suis arrivé, elle m'a dit ça. Elle a dit que la dame, le client, en discutant du prix, croyant que c'était un produit venu d'ailleurs. Ah, d'accord. Il est plus intéressé par un produit importé. Donc quand la dame s'est présentée, que c'est toi non? D'accord, que je reviens. Et elle n'est plus revenue. D'accord. C'est un travail, il faut que ça soit une sensibilisation au niveau du consommateur. Je ne sais pas quel problème on a, mais on préfère les produits venus d'ailleurs que ce qui est produit localement. Ça, il faut le reconnaître. D'accord. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que les chiffres l'attestent? Alors moi, j'allais dire que nous partageons effectivement ce constat, mais permettez-moi de dire que ça dépasse le cadre du projet Nertamba. Même si le projet promeut justement la commercialisation aussi des produits à travers les foires, à travers même la prise en charge de certains groupements de femmes pour qu'elles puissent participer à ces occasions-là pour se valoriser, ça dépasse le seul cadre du projet Nertamba. Donc c'est une question qui doit être abordée dans un autre contexte. Mais je peux dire qu'au niveau de l'agriculture, la question n'est pas restée véritablement sans être explorée. Je sais qu'au niveau du ministère, il y avait une suggestion, je vais appeler ça comme ça, pour ne pas employer un autre mot qui ne conviendrait peut-être pas, que toutes les activités qui sont conduites à l'intérieur du projet, quand il y a des pauses café, des pauses déjeuner, que ce soit les produits locaux qui soient par exemple valorisés. Voilà, donc c'est déjà un début et c'est normal que véritablement le ministère de l'Agriculture puisse effectivement y veiller. Alors il y a des activités au cours desquelles le matin on nous a servi de la bouillie, des galettes,
Et puis à midi, on nous a servi le zamné, on nous a servi les feuilles de balanites. Et les gens se sont disputés ces plats-là. Ils se montrent intéressés. Voilà, parce qu'ils sont sains, ils sont très nourrissants. Et sur les questions de nutrition, qui est quelque part un des dossiers aussi que M. Paré, mon collègue Paré, gère au sein du projet. Paré qui demande la parole nutrition, on a montré quelle est la valeur nutritive de tout ce qui est, par exemple, le moringa. Je me rappelle que pour la dernière COP qui a eu lieu à Glasgow en novembre, le FIDA nous a demandé de produire une vidéo de 3 minutes qui a été présentée lors de cette conférence internationale. Et les images de cette vidéo sont en train de passer en boucle en ce moment. Voilà. Et il y a eu un panel particulier sur la vidéo qui a été passée. Donc sur les aspects changement climatique, sur les aspects résilience, promotion des produits forestiers non ligneux, il y a des choses qui sont faites. Mais malheureusement, c'est encore petit par rapport aux besoins réels. Voilà, quant à la promotion effective du consommant burkinabé. D'accord, la parole à présent, M. Paré. Il faut dire également que je m'aligne aux autres intervenants sur la table, intervenantes sur la table, en disant que quelque chose est fait dans notre pays en ce qui concerne la promotion, j'allais dire, du genre de façon globale et de la femme en particulier. Et il faudrait dire également aussi qu'à travers également les théories économiques, on ne peut pas se développer en laissant un pan de la société de côté. Et quel pan? Et ce pan, voilà, c'est le pan le plus important d'ailleurs. Voilà, le pan le plus important d'ailleurs au regard par exemple des statistiques de l'INSD en ce qui concerne la population dans notre pays. Et donc il faudrait quand même que les autorités prennent à bras le corps cet aspect pour agir à travers des actions fortes dont le projet Nertamba et qui est mis en œuvre et en milieu rural et qui adresse des questions spécifiques liées à la question de la promotion du genre et de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en particulier, dont les résultats ont été plus ou moins évoqués par mon collègue. Justement, sur les actions, les activités qui ont été menées par le projet Nertamba dans ce sens-là, quelle expérience vous pouvez tirer, vous partager avec nous? Madame Ouedraogo a parlé tout à l'heure du cas de cette femme dont le produit a été, et même allé jusqu'à être, le terme c'est comment déjà? Oui, elle a été invitée à certains forats et elle a été par ailleurs invitée dans d'autres pays de la sous-région pour pouvoir développer et former d'autres personnes jeunes comme elle. En lien avec son activité, voilà. Donc c'est une activité qui a été menée, qui a révélé une actrice de premier rang. Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous en lien avec vos activités qui ont été menées sur le terrain dans ce sens-là? Oui, il faut dire que en ce qui concerne les différentes actions que le projet est en train de conduire ou conduit toujours, il s'est agi surtout de l'accès aux facteurs de production, comme Mme Ouedraogo l'a souligné, au niveau de ces femmes-là. Vous savez qu'en milieu rural, elles sont plus ou moins démunies en matière de matériel de travail. Et le projet œuvre dans ce sens-là. Il y a également aussi qu'en matière de production, on ne peut pas produire sans, j'allais dire, avoir des intrants de qualité, c'est-à-dire de l'engrais, des semences améliorées. Et également, à ce niveau, également, le projet appuie ces femmes-là pour pouvoir, ces femmes et ces jeunes, pour pouvoir avoir ces semences de qualité, pour pouvoir augmenter leur rendement. Il y a aussi qu'au niveau des aménagements, au niveau du ministère, il est prévu qu'on ait au moins 30% par exemple des terres aménagées qui soient accordées au niveau des femmes. Mais dans la mise en œuvre pratique au niveau du projet, nous sommes au-delà, j'allais dire, de ces taux. Nous sommes à environ 45% par exemple de ces aménagements-là qui sont attribués, j'allais dire, aux femmes et qui exploitent ces terres. Et à ce niveau aussi, il faut noter
que dans la production maraîchère également, il y a des magasins spécifiques qu'on construit également pour pouvoir permettre à ces femmes-là d'avoir un lieu, un endroit de stockage au lieu de brader, j'allais dire, la production dès la récolte. Oui. Voilà, pour attendre plus ou moins des périodes favorables où le prix est un peu rémunérateur pour pouvoir assurer j'allais dire la vente. Il n'y a que, comme on l'a dit, l'appui qu'on donne à ces femmes, à ces jeunes, et à ces hommes également aussi qui participent à ce projet-là, pour pouvoir participer au niveau des différents foires, pour pouvoir assurer également, j'allais dire, la vente, la transformation, sans oublier également aussi tout un paquet de renforcement des capacités que le projet a à sa disposition pour pouvoir les accompagner en matière surtout de conseil de gestion à l'exploitation agricole. Il y a la gestion d'entreprise, il y a les itinéraires techniques de production que les services techniques et les opérateurs privés que le projet a recrutés qui accompagnent sur le terrain du côté avec les services techniques déconcentrés sur le terrain et sous la houlette bien sûr des chambres régionales d'agriculture qui sont en place dans les 3 régions d'intervention du projet. Et donc toutes ces actions qui sont menées sur le terrain en faveur, j'allais dire, de la femme, en faveur des jeunes et en faveur également aussi des hommes, parce qu'on ne peut pas aussi mettre ce projet-là en œuvre sans parler des hommes. Donc eux tous, ils sont bénéficiaires de ces actions pour pouvoir les aider à lutter efficacement contre ces changements climatiques et à accroître, j'allais dire, leur résilience suite à ces chocs climatiques et à l'insécurité notamment. On va revenir à Mme Ouedraogo pour vous demander de nous faire le résumé des activités, des actions qui sont menées pour le cas de la femme rurale, en faveur uniquement de la femme rurale dans le cadre du projet Nertamba. D'accord. Alors, c'est vrai, comme on l'a dit, le FIDA est très regardant quant aux questions de genre et genre femmes et jeunes. Je me plais à le préciser parce que même les statistiques sont données régulièrement pour vérifier que cette préoccupation est partagée par les différentes entités de mise en œuvre des actions appuyées par le FIDA au Burkina. Alors, et à l'occasion de certaines activités de supervision ou d'appui, la vérification est faite à travers aussi les experts qui viennent effectivement. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a dit, quand nous faisons les aménagements, c'est déjà les bas-fonds pour la culture du riz essentiellement. Il y a également les CES, DRS comme on dit, c'est des techniques d'aménagement pour rendre au sol toute leur fertilité et les rendre les plus rentables possibles. Et quand toutes ces activités d'aménagement sont réalisées, et je précise que ces activités d'aménagement sont réalisées avec une part de haute intensité à main-d'œuvre dont les femmes. Par exemple, les femmes participent à la collecte des moellons. Les moellons, ce sont les grosses terres que vous voyez qui servent à faire les diguettes. Voilà, elles participent dans la limite de leurs possibilités. Donc, dans le processus de réalisation de ces ouvrages, il y a des tâches qui reviennent aux femmes et elles le font dans la limite de leurs possibilités. Donc, c'est déjà une participation pour elles. Et nous avons les approches de l'ingénierie sociale qui consistent toujours à utiliser les compétences endogènes. C'est un gage de durabilité aussi des actions du projet. Parce que si on reste juste projet, le projet va finir, il a ses données, il part, et finalement, qu'est-ce qu'on laisse aux populations comme savoir-faire, comme expertise? Donc, et dans ces approches, on a fait des binômes par localité, et les binômes sont constitués de femmes et d'hommes. Chaque binôme est constitué d'une femme et d'un homme. Donc, on n'a pas isolé la femme, mais on l'a intégrée véritablement. On lui a trouvé une place à côté, et ce sont ces binômes-là qui fonctionnent. Donc, elle devient leader, elle devient quelqu'un qui a un savoir-faire, et
qui permet aussi aux autres femmes de s'approcher pour apprendre. Vous savez, on n'a pas fait d'études dessus, mais Madame Dr Vokouma et Madame Nassouri, certainement me concéderont cela. Et quand je dis que, par exemple, c'est pas évident qu'une femme aille apprendre seulement avec des hommes, mais peut-être qu'en allant apprendre avec des femmes, au-delà même de la facilité qu'elles auront à communiquer entre elles et des astuces qu'elles pourraient partager entre femmes, il y a aussi que ça serait plus accepté. On sait que jusqu'à présent, il y a des blocages à certains niveaux. Donc, tout ça, c'est véritablement des approches qui ont été trouvées pour prendre en compte la femme, pour que la femme, pour une raison ou pour une autre, ne soit pas mise à l'écart, puisque le principe, c'est véritablement qu'elle participe pleinement au développement. Parce que quand on parle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est véritablement la femme qui est au cœur de cette sécurité. Nous faisons la promotion donc de l'autoconsommation même des produits forestiers non ligneux qu'ils produisent. Voilà, pour donner même déjà à la famille la santé qu'il faut. Parce que derrière, il y a deux objectifs. Il y a déjà l'autoconsommation et après l'autoconsommation, une production suffisante pour leur permettre de développer des ressources. Mais on n'est pas seulement en train de dire produisez du moringa ou bien du baobab, allez vendre au marché, trouver de l'argent. Elles vont prendre cet argent, elles vont peut-être aller acheter des choses qui viennent encore de l'extérieur, qui n'ont pas les valeurs nutritives de ce qu'elles produisent. Voilà, donc elles sont éduquées à consommer ce qu'elles produisent. Et c'est le surplus généralement qu'elles vendent. Donc voilà, parce qu'on se dit que le développement là, il doit être adressé vers une bonne santé. Voilà, une bonne alimentation. Et ensuite, si elle est en bonne santé, elle est capable maintenant de produire pour aller se faire d'autres revenus. Et sinon, même si elle a des revenus alors qu'elle-même elle n'est pas en bonne santé, ces petits revenus vont revenir sur les questions de santé avec une santé, une immunité physique ou humaine qui va être dégradée. Voilà. Donc, en dehors du fait que les périmètres maraîchers, que je n'ai pas encore évoqués, sont pratiquement exploités dans leur quasi-totalité par des femmes, parce qu'elles font le maraîchage. C'est l'oignon, c'est la tomate, c'est les choux, etc. C'est essentiellement les femmes qui le font, et beaucoup en font, et les productions sont même quelquefois aussi contractualisées. Parce qu'on leur a fait bénéficier de formations sur la contractualisation. Il y en a quand elles produisent, dès que c'est produit, la consommation, au moment où on produit déjà, la consommation est déjà programmée pour être enlevée par des acheteurs. Des acheteurs. Voilà. Des acheteurs professionnels. Des acheteurs professionnels, voilà, qui vont faire de la transformation, qui vont faire de l'exportation, etc. Voilà, et qui permettent à ces femmes, effectivement, d'être rassurées quand elles produisent en sachant que tout va être enlevé. Mais, comme je l'ai dit, nous restons dans le cadre d'un projet qui a une fin, qui effectivement est annoncé pour septembre 2022. Bon, dans le cadre de Nertamba en tout cas. Mais d'autres projets peuvent aussi, si effectivement ils n'ont pas une démarche comme celle de Nertamba, peuvent s'en inspirer. Le Nertamba est disponible pour partager ses expériences. On le fait tout le temps. Récemment, dans la période du 3 au 10 décembre dernier, à côté là, il y a un projet du Tchad, la République du Tchad, qui est venu en visite d'échange auprès de Nertamba pour aller parcourir toutes les 3 régions et regarder les réalisations, comment les approches sont faites. Et cette mission est repartie satisfaite et elle a prévu de revenir même avant la clôture de Nertamba avec d'autres besoins pour pouvoir capitaliser l'expérience de Nertamba. Voilà, donc c'est dans cette dynamique que nous sommes, de montrer les succès et qu'on puisse voir dans quelles conditions on peut les répliquer. Et pour que effectivement on ne soit pas forcément en train de réinventer la roue, parce qu'il y a des choses qui sont faites, tant qu'elles ne sont pas diffusées, tant qu'elles ne sont pas valorisées, vulgarisées, d'autres personnes vont être en train de faire la même chose. Donc c'est véritablement dans cette dynamique-là que le projet s'est inscrit, en mettant en avant les femmes et les jeunes, parce qu'il y a un avenir sur ces personnes. Il y a beaucoup d'espoir. Voilà, sur cette catégorie de personnes. Exactement. Voilà, donc c'est un peu le listing, ce n'est pas exhaustif, des actions mises en œuvre par le projet Nertamba. Madame Ouedraogo
en tire de la satisfaction quand on l'entend parler, vu le projet Kiadien qui est venu s'en inspirer, c'est dire que le projet Ner Tamba fait école. Comment est-ce que vous appréciez ces actions? Quand on regarde comment est-ce que les actions sont menées en direction de la femme rurale, qui n'est pas exclue de son milieu, où elle interagit avec l'homme de son milieu, comment est-ce que vous appréciez cela? Je tenais d'abord à saluer en tout cas tous ces acquis que nous partageons sur ce plateau et rappeler que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en son article 14, en tout cas a défini ce qui est d'essentiel. C'est l'article qui comporte même le plus d'alinéas dans la Convention. Donc tout ce que vous avez listé entre en droite ligne. Le volet que je ne vois pas souvent, c'est qu'on doit les impliquer dans les activités de planification et de budgétisation de leur communauté. Ça, je ne le vois pas se faire suffisamment, bien que nous soyons dans une dynamique de décentralisation. Parce que, comme je le dis, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas français qu'on n'est pas intelligent. Absolument. Il faut que dans le processus de décomplexion là, il faut que nous soyons capables aussi de savoir parler nos langues et de donner la parole à ces femmes-là dans la langue dans laquelle elles sont le plus à l'aise. Oui, oui. Moi, je vous dis aujourd'hui à l'international, lorsque nous nous réunissons, il est demandé aux participants que la langue ne soit même pas une barrière pour les contributions. Absolument. Parce que c'est la matière grise qu'on veut, ce n'est pas la manière de le dire. Tout à fait. Donc, je crois que parmi les défis, c'est pouvoir mettre ces femmes à l'aise afin que dans leur langue locale, elles puissent s'exprimer pour partager. Parce qu'il y a une disposition nationale qui prévoit cela, mais les gens ne l'appliquent pas. Vous comprenez, le complexe qui a tendance à faire en sorte que si on ne parle pas français, une langue la plus parlée, on se tait dans une salle. Il faut pouvoir casser ça et permettre à ces femmes. Je suis sûr que si c'était dans une salle, on me trouverait utopique de savoir qu'on doit donner la parole à ces femmes-là pendant la budgétisation, alors qu'il faut le faire. Planifier à leur place, c'est définir des choses dont elles n'ont forcément pas besoin. C'est pour cela, leur implication aussi dans les sphères de décision locale s'impose. Parce que c'est savoir être au bon endroit, au bon moment, qui vous donne l'opportunité de changer quelque chose. Donc, en la matière, il y aura quelque chose d'important à faire là. Même après la fin du projet Ner Tamba, il faut que les leaders actionnent ce volet-là pour que les femmes soient vraiment à l'aise. Parce que si elles ne sont pas à l'aise, elles se croiront toujours moins que les autres. Et c'est là où le blocus se fait, le blocage, si je vais être plus flexible. Maintenant, j'aime bien quand vous mettez en exergue les échanges d'expériences, mais je reviens à charge. Il faut sécuriser ces données. Par exemple, l'anecdote que vous avez rapportée tout de suite concernant la femme devant le stand duquel le monsieur a fait demi-tour. Vous savez, l'inconnu inquiète toujours. Ne les incriminons pas, ces clients. Je ne peux pas dire que je maîtrise le contexte sur la simple base du témoignage que vous faites. Mais il faut prévoir des catalogues. Parce que l'informalité ne facilite pas l'appropriation. Absolument. Autrement, aujourd'hui, il y a une adhésion vraiment de plus en plus élargie des Burkinabés à consommer local. Mais c'est la manière sans doute qui rebute. Cette femme n'a pas été suffisamment présentée à l'opinion dans la capacité de ce qu'elle sait faire de mieux. C'est tout. Et il faut qu'un effort soit fait. Encore, vous savez aussi que j'ai envie de dire que les enfants aussi sont trop loin de ces espaces qu'on leur ferme pratiquement, alors qu'ils sont la relève. Vous voulez que quelque chose marche, passez par un enfant, c'est le meilleur publicitaire d'une affaire. L'éducation doit être un support pour la dissémination, quel que soit le niveau d'études. Donc, vous savez quand même que pendant les vacances, puisque nous supposons qu'en parlant Ner Tamba, nous sommes en milieu rural, les enfants qui deviennent des agriculteurs, des éleveurs pendant les vacances, est-ce qu'on a ils ont du savoir? Ils apprennent des choses, ils sont en contact avec l'environnement. Est-ce qu'on associe ces enfants à l'espace de diffusion du savoir, de partage du savoir?
Peut-être qu'on a besoin de cette conjugaison où l'adulte peut apprendre du cadet et le cadet de l'adulte pour que quelque chose se fasse. Sinon, il faut forcément faire des catalogues qui vont être des supports de promotion de ces femmes-là et de ce qu'elles savent faire par domaine de compétences. Si ce n'est pas fait, vraiment, il faut rattraper cela. Et à l'école, on peut les présenter lors des semaines culturelles, pour Madame Nassouri qui est avec nous, qui est de l'éducation. C'est un canal, parce que vous voyez, bon, moi j'ai fait ma thèse sur le tissage chez les Moussés. Mais les établissements aujourd'hui sont à un stade où les enfants organisent des journées de l'habit burkinabé. Et dans la même classe, vous allez voir des élèves qui vont dire, nous on s'habille en bissa, nous on s'habille en gourmage, un peu dans un style de retour aux sources. Si dans le domaine agricole, cet effort n'est pas fait, il y aura toujours une tendance à être complexé parce que ce n'est pas mis dans la boîte comme chez l'Européen, etc. Alors que profiter plutôt de cette fin qui s'annonce pour attirer leur attention dessus afin que quelque chose soit fait. Sinon, ce potentiel est là, mais ça risque de profiter à d'autres et c'est vraiment dommage. L'avis de Dr Vokuma, vous voulez réagir? On va donner plutôt la parole à Mme Nassouri qui s'impatiente aussi, qui veut intervenir. Effectivement, j'aimerais quand même réagir sur 2 points que le docteur a évoqués. Et en tout cas, c'est bien de préciser que ce n'est pas parce qu'on n'est pas là à l'école qu'on n'est pas intelligent. Absolument. Pour ce qui concerne la région de l'Est, bon, et je tire mon chapeau à une ONG. Il est rare aujourd'hui de voir un groupe de femmes de moins 100. Sur 100 femmes, au moins, il y a au moins 60 à 70 qui sont alphabétisées. Okay. Mais malheureusement, effectivement, dans les planifications des projets, elles ne sont pas impliquées. Tout est planifié et on vient les imposer. Et la difficulté qu'on rencontre là-bas, je reviens au projet de Netamba, dans le domaine des irrigations et autres, il n'y a pas de problème. Il arrive parfois que certains projets se fassent par appel. J'ai eu la chance de faire partie d'un comité de sélection de Netamba. Et le souci au niveau des femmes, c'est compliqué. D'abord, la rédaction. Puisque je crois qu'il y a un projet de Netamba où le projet a mis des rédacteurs à la disposition endogènes. D'abord, pour les frais de rédaction, c'était un problème pour les femmes. C'était élevé? Oui, c'était élevé. Nous, on a critiqué ça même lors du comité, c'était élevé. Et le véritable problème au niveau des femmes, c'est que les rédacteurs rédigent le projet, la femme elle-même ne maîtrise pas le contenu. Ça fait qu'à la première phase, beaucoup de dossiers de femmes avaient été rejetés. C'est un véritable souci. Bon, malheureusement, Netamba est à la fin, sinon quand même on allait quand même demander de revoir tous ces aspects-là. Oui, Netamba est à la fin, mais le FIDA continue. Voilà. Est-ce que Mme Ouedraogo semblait un peu interloquée quand vous avez parlé de frais de rédaction? Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Monsieur Alors, donnez la parole à M. Paris. Oui, bon, elle parlait d'alphabétisation également aussi, mais il faut dire que le projet Netamba a beaucoup investi dans l'alphabétisation des femmes et des jeunes filles, dont le public cible, en ce qui concerne les femmes, avoisine les 85%. On a au total 82 627 femmes qui ont été touchés par les actions d'alphabétisation au niveau du projet Netamba. Et sachez également que les actions du projet qu'on met en œuvre au niveau du projet Netamba pour la promotion de la femme, quand c'est un groupe de femmes ou bien en initiative individuelle, nous avons une bonification par exemple de 5 points de pourcentage parce que c'est des contributions sous forme de subvention, pas des prêts qu'on rembourse au niveau du projet. Pour les hommes, par exemple, qui doivent payer 20%, le groupement des jeunes, des femmes et des jeunes, eux, ils payent 15%. Et donc, dans toutes ces interventions-là, donc à dire qu'au niveau j'allais dire, de la formalisation ou de l'écriture des plans d'affaires que les femmes doivent élaborer et que les hommes également aussi doivent élaborer. Mais il faudrait que le promoteur même s'implique dans la rédaction même de son projet. Puis c'est lui-même son projet qu'il doit mettre
puisque le projet ne peut pas, j'allais dire, se substituer par exemple aux personnes, mais il y a un comité qui est mis en place. Et ce comité est composé également aussi, qu'on les appelle les acteurs de sélection, à travers les comités provinciaux de sélection et les comités d'approbation des projets, qui sont des acteurs même aussi au niveau local, qui regardent et qui sélectionnent. Okay. Est-ce qu'on peut dire ici, par exemple, que c'est une erreur, par exemple, du NERTAMBA qui, peut-être s'il participe à titre d'observateur, surtout à ces comités d'approbation de ces projets-là. Donc, pour faciliter, comme beaucoup, par exemple, ne sont pas alphabétisés et savoir écrire et lire en français, c'est notamment cet aspect-là pour faciliter que des rédacteurs locaux ont été identifiés, des rédacteurs endogènes ont été identifiés pour pouvoir appuyer ces femmes-là à pouvoir rédiger de bons projets qui puissent rencontrer l'assentiment des comités provinciaux de sélection et des comités d'approbation de ces différents projets pour être financés. D'accord, voilà. Nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. Nous n'avons pas évoqué les perspectives. Madame Ouedraogo, vous avez dit que le projet est en train de tirer à sa fin septembre prochain. C'est bien cela, dans 9 mois. Est-ce qu'on a le temps de perspectives? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, il reste pour le projet de NERTAMBA à consolider les acquis qui ont été présentés. Voilà, mais je voudrais dire que le projet a mis en œuvre ses activités en ayant les chambres régionales d'agriculture comme maîtrise d'ouvrage déléguées, maîtres d'ouvrage délégués, voilà, qui sont des entités pérennes au sein des régions. Maîtres d'ouvrage délégués, c'est-à-dire que comment ça se passait? Alors, le projet met à la disposition des chambres régionales d'agriculture un certain nombre de moyens et de prérogatives. Voilà. C'est toujours dans le cadre de la pérennisation des acquis. Et il y a aussi les directions régionales. Les chambres régionales restent. Elles sont là, alors que le projet est venu pour 8 ans, il est en train de boucler ses 8 ans. Il y a aussi tous les services techniques déconcentrés du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, des ressources animales, qui sont les ministères du secteur du développement rural, qui ont aussi été renforcés dans leur capacité à travers des véhicules, des motos, des formations pour accompagner et pour poursuivre en fait les actions après NERTAMBA. Donc il y a cette consolidation à faire. Il y a des actions qui sont en cours qu'il faut boucler d'ici bien sûr le 30 septembre et évidemment renforcer et accélérer surtout la capitalisation pour pouvoir mettre, j'allais dire, dans les formats qu'il faut, tous les savoirs qui ont été générés pour pouvoir les mettre à la disposition des utilisateurs. L'objectif final étant bien sûr de renforcer la performance des exploitations agricoles et puis permettre donc aux uns et aux autres de sortir de la pauvreté parce qu'en définitive, c'est l'objectif principal du projet NERTAMBA. Voilà, donc c'est essentiellement cela dont il va s'agir. Voilà, en attendant, et comme vous le dites si bien, le NERTAMBA est un des projets du FIDA. En ce moment, au Burkina, il en compte, je peux dire 4. Voilà, si le NERTAMBA finit, il y a 3 autres qui restent, donc qui pourront toujours poursuivre des actions. Et ne sait-on jamais, un autre projet qui pourrait peut-être poursuivre dans la dynamique de NERTAMBA pourrait aussi naître d'ici là. D'accord. Vous avez écouté les suggestions de Dr Voukouma. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut entrer dans le cadre de ces perspectives, même si ce n'est pas le NERTAMBA, que ce soit d'autres projets gérés par les 3 autres projets gérés par le FIDA? Oui, en tout cas, je salue les propositions de docteur parce que déjà, nous avons sur la table la mise en place d'une communauté de pratique. Voilà, donc ça va dans le sens du catalogue qu'elle a évoqué. Voilà, donc c'est déjà mettre en forme tous ces savoirs et les protéger et pour que les innovateurs, les auteurs de ces savoirs-là puissent quand même être valorisés dans ce qu'ils ont pu créer à travers des actions que les autres aussi ont conduites, mais n'ont pas pu, par exemple, arriver à ça. Donc, ce sont véritablement de très bonnes propositions à prendre et je remercie docteur pour ces propositions, mais je la rassure surtout en disant que nous sommes déjà dans cette dynamique. Et la communauté des pratiques va concerner non seulement les projets du FIDA, mais aussi tous les projets du développement rural au Burkina Faso. On a ce mandat-là.
Voilà, nous sommes véritablement à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour vos contributions. Merci pour tout ce que vous avez pu apporter aux téléspectateurs. Merci à vous aussi, téléspectateurs, pour votre patience. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons eu autour de cette table Dr Jocelyne Voukouma, elle est maître de recherche en anthropologie à l'INSS, l'Institut des sciences des sociétés du NRST. Merci encore, madame. Nous avons eu aussi madame Nassouri Ramatou, elle est vice-présidente du consortium des organisations des femmes leaders rurales du Burkina. Nous avons eu aussi M. Souleymane Paré, responsable genre et ciblage. Et nous avons eu Mme Caroline Ouedraogo, qui est chargée de la communication, spécialiste en communication du NER Tamba, relevant tous du FIDA. Merci à tous de votre patience et à une autre fois pour un autre numéro. Bonsoir.